12 décembre dernier, il est tout juste 18h30 lorsque les gendarmes investissent la petite cité HLM de Billette à Draguignan. Pas moins d'une vingtaine d'hommes pour venir interpeller Émile Louis, un témoin capital au centre de tous les soupçons d'une affaire vieille de 23 ans, les disparus de Lyon. Pour les enquêteurs de la section de recherche de Paris, c'est l'aboutissement de 3 années de travail, des centaines de témoins entendus, 1300 procès-verbaux dressés et aujourd'hui de multiples questions à poser au suspect numéro 1. Quelques mois plus tôt, nous étions venus voir Émile Louis. On vient vous voir, je suis journaliste. Oui. Et j'aimerais discuter avec vous si c'est possible. Non, écoutez, c'est encore cette affaire-là, alors foutez-moi la paix avec ça. Parce que moi, je commence à en avoir marre. Ça fait plus de 20 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire chier encore là? Mais justement, c'est un peu pour ça qu'on vient. Ouais. Non, c'est pour raconter encore de vos mensonges à vous. Puis surtout avec ça, on se m'emmène avec ça. Moi, je vous le dis franchement, si je me retenais pas, je prendrais mon fusil, je vous en foutrais un coup. Vous voyez, j'ai pas peur de le dire. Oh bah écoutez, vous avez pas raison de m'en foutre un coup. D'abord, je vous ai pas agressé, j'ai rien dit du tout. Hein. Pour l'instant, on vous demande simplement gentiment, est-ce que vous voulez... avec ça. Il n'y a rien sur le dossier, il n'y a absolument rien, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai un avocat qui s'est proposé gratuitement. Hein. Et au moment voulu, il n'y a rien au dossier. Est-ce qu'il y a des preuves contre moi? Moi, j'en sais rien, je suis pas un enquêteur de la gendarmerie. Hein. Alors, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Alors qu'on fout de la paix quand même, qu'on me laisse en paix au moins. Je l'ai déjà dit, bon passage. Qu'est-ce que vous avez dit? Que c'était mafioso, c'est tout, c'était un coup monté contre moi. Mais il y avait autre chose dessous, là-dessous. Hein? C'est-à-dire? Oui, ils n'ont qu'à chercher, hein, c'est pas 23 ans après. Si l'enquête avait été bien faite tout de suite, peut-être qu'ils auraient trouvé quelque chose. Peut-être. Un homme pourtant avait trouvé quelque chose, le gendarme Jambert, en charge de l'enquête à l'époque. Le seul homme à avoir soupçonné Émile Louis d'être impliqué dans la disparition des 7 pupilles de la DAS. En juillet 81, la découverte à Rouvray du corps de Sylviane Lesage, une autre jeune fille de l'assistance publique, renforce ses soupçons. Elle est retrouvée assassinée, nue, pieds et poings liés, dans cette cabane. Émile Louis connaissait bien la victime et ce cabanon à bestiaux lui servait de débarras. Il est alors entendu le 28 décembre 81. Il nie en bloc le meurtre, mais au cours de l'audition, il craque et avoue des attouchements sexuels sur les enfants confiés à sa concubine. J'étais victime de crises qui m'empêchaient de me contrôler. Je n'étais plus dans mon état normal. Je ne peux pas dire ce qui se passait. J'étais dans un état second. J'avais des suées, j'étais comprimé partout. Je ne faisais que des attouchements, c'est tout. Mais je ne peux pas dire si mon état dans ces moments-là a pu me conduire à faire des choses dont je ne me souviens pas. Les aveux de l'époque sont extrêmement révélateurs aujourd'hui. On ne retiendra pourtant que les attouchements. Pour ces faits, Émile Louis est condamné à 5 ans de prison. Malgré son intime conviction, le gendarme Jambert n'a aucun élément matériel pour rapprocher ses aveux à l'affaire des disparus. Sa hiérarchie ne le suit pas, l'enquêteur d'Auxerre n'obtient pas les moyens de poursuivre son enquête. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, il avait trouvé pas mal de choses, il avait fait beaucoup de rapprochements, simplement ça n'a pas été poussé jusqu'au bout. Donc à chaque fois, à chaque certitude, on pouvait apporter une réponse négative. C'est-à-dire que la démonstration n'a jamais été faite jusqu'au bout. Donc finalement, c'est un château de cartes. Conclusion, après 3 ans d'enquête préliminaire, René Meyer, à l'époque procureur au tribunal d'Auxerre, ordonne le classement sans suite du dossier des disparus. Le procureur de l'époque ne suit pas. Mais quand on pense que le procureur de notre époque, non seulement n'a pas suivi, mais a refusé de suivre et a prétendu que nous ne devions pas aller plus loin. Il a fallu monter devant la chambre d'accusation pour obtenir la possibilité de faire enfin avancer cette affaire. Il aura fallu 20 ans d'obstination pour que les plus hautes instances juridiques désavouent la décision de Jacques Cazal, le nouveau procureur d'Auxerre. Pour les familles des victimes, l'enquête n'a jamais été faite. En l'absence de Jambert, décédé entre-temps, elles se sentent seules dans leur combat. Elles vont pourtant finir par se fédérer en association. Leur avocat cherche alors de nouveaux moyens de faire aboutir le dossier. Si la justice ne fait pas son travail,
Mais il faut le faire à sa place. C'est-à-dire ? Il faut au moins l'aider. On va commencer par dire l'aider. Encore une fois, si nous pensons que certaines investigations n'ont pas eu lieu, nous demandons qu'elles soient faites. Mais si ça prend trop de temps, si les bases qui sont fournies pour ces investigations sont insuffisantes, si nous pouvons obtenir des éléments supplémentaires qui donneront ces bases nécessaires, il faut le faire, d'où l'intérêt d'un détective privé. Le détective privé, c'est lui, Jean-François Abgral, un ancien gendarme de la section de recherche de Rennes, rompu à l'enquête criminelle, 20 ans de métier. À son actif, l'arrestation de Francis Holm, un tueur en série à l'itinéraire meurtrier tristement célèbre. Nous sommes en avril dernier. Jean-François Abgral, tout juste mandaté par les familles des victimes, reprend l'enquête à zéro. Mais ça, il faut que je remette toutes les dates, moi, tu vois, parce que sur 1000 PV, il faut que je remette toutes les dates. Parce que il s'agit de déterminer le rôle joué par Rémi Louis dans la disparition des 7 jeunes filles. Pour l'heure, il prépare avec la juriste des parties civiles un entretien capital. Car quelqu'un n'avait pas parlé à l'époque des disparitions, Marilyn, la fille aînée d'Émile Louis. Aujourd'hui, elle témoigne pour la première fois. Jacqueline Valls à Villefargeau. Il marie ses 2 filles. L'entrevue se déroulera à huis clos, le détective restera à l'écart. Mais Marilyn souhaite qu'il reste une trace fidèle de son témoignage. L'entretien sera filmé. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, de toute façon, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que ma mère est morte. J'avais promis de ne rien dire et j'avais très peur pour elle parce que mon père exerçait une pression énorme sur moi. À l'époque où les faits se sont produits, parce que je vais vous raconter. Moi, je l'ai vu tuer quelqu'un à l'âge de 10 ans. Je me souviens qu'un jour, nous avons pris en charge une jeune fille à Saint-Florentin, place Dijon. Il a dit qu'il chargeait cette jeune fille pour la ramener chez elle. Bon, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et il pleuvait. Je me souviens qu'il pleuvait. Il s'est arrêté sur la colline de Venise. Et donc, il nous a dit d'attendre parce qu'il amenait cette jeune fille chez elle dans les bois, donc elle avait peur, ce qui pouvait très bien s'expliquer. Pris par un enfant, ça pouvait s'expliquer. Les frères et sœurs pleuraient, après ils se sont endormis et donc je suis allée, comme ça tardait, je suis allée voir ce qui se passait. Et là j'ai vu une scène assez horrible. La jeune fille était attachée, il avait 2 lampes tempête parce qu'il commençait à faire nuit. Bon, elle était nue bien évidemment, enfin évidemment, non c'est pas évident. Bon, elle était attachée, bâillonnée, elle laissait livrer une espèce de danse macabre. Bon, j'étais donc à proximité et puis il l'a éventré de bas en haut. Il m'a vu puisque j'ai poussé un cri, j'ai dû pousser un cri ou je ne sais trop, je ne me souviens plus. Il a laissé la jeune fille là, comme ça. Il m'a tiré par les cheveux en me disant « Tu as vu ça, tu ne dis rien sinon je fais la même chose à ta mère. » Je vois comment ont pu finir ces jeunes filles. À mon avis, elles ne sont pas vivantes de toute façon. Mais une chose est certaine pour moi, c'est que c'est lui qui les a fait disparaître. Marilyn renouvellera son témoignage devant les gendarmes, ce que ne sait pas encore Émile Louis. Elle serait devant moi, je lui foutrais 2 claques dans sa gueule, vous voyez, malgré qu'elle a remonté quelques années. Parce que sa mère, elle serait encore de son, sa mère, elle dirait, ma femme l'a donc. Parce que mon ex-femme, question de ça, m'a toujours soutenu. On a divorcé, mais on n'a jamais divorcé, on n'était pas en mauvais termes. C'est elle qui a foutu la merde. Et pour vous, si votre fille aînée réagit comme ça, c'est parce que elle veut se venger de vous? Enfin, qu'est-ce non, elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique, je tiens à vous le dire déjà. Ah bon? Elle se sauvait toutes les nuits, elle se sauvait, elle allait à la gendarmerie, il fallait que les gendarmes la ramènent le matin pour se faire bien voir. C'est-à-dire pour vous, elle raconte des histoires, c'est quoi? Oui, elle raconte que des mensonges. Que des mensonges qu'elle invente. C'est une invente. Elle invente, elle. Elle invente. Mais comment vous expliquez que finalement on se soit acharné sur vous? Pourquoi? Comment vous regardez ça? Comment vous dites? Oh, il y a plusieurs facteurs. Parce que vous savez, les soupçons, je peux soupçonner moi n'importe qui. Vous savez.
jalousie, de la méchanceté, c'est tout. Mais de la part de qui? Allez donc savoir. Vous avez bien une idée quand même, après toutes ces années Non. Non, parce que moi, un jour il viendra que je réglerai mes comptes. Quand vous dites régler vos comptes, ça veut dire quoi? Je réglerai mes comptes. Devant la justice? Oh, je pense à de la justice, parce que la justice, elle est pourrie, celle de la justice. Quand on voit toutes les magouilles, tout ça, alors vous savez, on se sent un peu, moi je vous dirais, on est un peu écœuré de tout ça. J'en ai marre, c'est tout ce que je vais vous dire, j'en ai marre. Bon. Non, je comprends bien. Ce serait un gars, et autrement, moi qui aurais la cervelle moins fort, et bien il y a longtemps qu'il serait foutu une balle dans le crâne. Mais Mais moi j'ai pas envie de me suicider quand j'ai rien fait. Je suis marié, je suis tranquille, je suis heureux, alors qu'on me foute de la paix, je suis heureux. Alors, je veux qu'on me foute de la paix et tout ça, je ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit, c'est fini. Chantal, Christine, Madeleine ou encore Bernadette, de ces 7 jeunes filles, il ne reste plus aujourd'hui que ces photos, jaunies par le temps. 7 jeunes handicapés mentales légères confiés à l'assistance publique qui se sont volatilisés dans la nature dans les années 70. La plupart fréquentaient les instituts de La Page, l'association pour adultes et jeunes handicapés de Lyon. Le chauffeur de bus connaissait chacune des disparues et entretenait des relations intimes avec certaines d'entre elles. Ce 23 janvier 77, Christine Marlot, 16 ans, ne rentre pas dans sa famille d'accueil à Auxerre. On ne la reverra plus jamais. 4 mois plus tard, Chantal Gras, 18 ans, partie subitement de chez sa nourrice, s'évanouit sans laisser de traces. Fin juillet 77, Madeleine de Juste est aperçue pour la dernière fois à la gare routière d'Auxerre. En 2 ans vont disparaître ainsi les adolescentes, des jeunes filles qui ne préoccupent pas grand monde. Séparées de leur famille, parfois depuis la naissance, c'est de nourrices en famille d'accueil qu'elles ont grandi. Même si leur véritable famille avait gardé peu de liens avec elles, Jean-François Abgral a besoin de s'imprégner de l'histoire de chacune d'elles. Là, je vais voir Gisèle Gras, qui est la mère de Chantal, l'une des disparues. Dans l'enquête officielle, cette personne s'est manifestée en tant que victime, donc elle a été entendue, je dirais assez sommairement. Elle a pris sa position de victime dans l'enquête, de mère de disparue. Donc en fait, c'est un complément qu'on va essayer d'obtenir aujourd'hui. Pas question pour autant d'empiéter sur le domaine réservé des enquêteurs officiels. Impossible, par exemple, pour le détective d'aller interroger Émile Louis. Il s'agit ici d'une co-enquête, même si les chemins pour aboutir sont différents. Oui, entrez. Rebonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'aurais... Gisèle Gras a 69 ans, elle est aussi une ancienne pupille de l'assistance publique. Faute de moyens, elle a dû confier dès son plus jeune âge sa fille à la DAS. Son souvenir l'obsède depuis 23 ans. La dernière fois que j'ai vu ma fille, c'était le 15 avril 1977, qui est donc un vendredi. Et c'est tout. Alors, vous voyez, on est en 2000. Alors, vous avez qu'à calculer combien que ça fait. Mais une fois que la disparition de votre fille a été signalée, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé, mon pauvre? Hein? Vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez? On vous dit à vous. Hein? On vous dit à vous. Mais je ne sais pas si vous avez une fille ou un garçon. On vous dit à vous, votre fille a disparu. Qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez, bien sûr. Hein? Vous cherchez. Hein? Vous savez, je vous dirais une chose. Je ne dis rien, mais tout est dans moi. Hein? Tout est dans moi. Hein? Tout est dans moi, mais un jour je la verrai. Hein. Un jour je la verrai. J'ai la foi, je la verrai. Bon, peut-être morte, mais je la verrai. Et Chantal se plaignait de sa vie tous les jours en disant voilà, ça va pas, il y a des gens que j'aime pas qui sont autour de moi. Non. J'ai jamais attendu de se plaindre. Non.
Voilà, elle voulait peut-être pas me le dire, je ne sais pas, mais jamais attendu. Non, ça j'ai jamais attendu, non. Et Émile Louis, vous en avez entendu parler? Ah, mais oui, on lui aurait donné bon Dieu sans confession, celui-là. Et là, on lui aurait donné bon Dieu sans confession. Hein? Et vous l'avez rencontré? Bah oui, j'ai déjà vu, mais oui, comme je vous le vois. Comment vous l'avez rencontré? Il amenait ma fille chez la logeuse, c'est comme ça que j'ai connu. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Puis il m'a même écrit une lettre. Oui, la lettre, donc vous l'avez déjà montrée à quelqu'un? Non, je dis non. Je n'ai jamais montré, gardez pour moi. À qui vous voulez que je la montre? À qui? Bon, tout ça, c'est des vieux trucs. Vous, si vous me la demandez, bon, je vais vous la montrer, ça, c'est tout à fait d'accord. D'accord, ça c'est le courrier que vous aviez reçu? Oui, de lui, là, c'est ça, c'est la lettre. D'accord. Oui. Au premier abord, la lettre semble anodine, voire banale. Il est question de simple bavardage entre amis. Poli, affable, Émile Louis ne tarit pas d'éloges sur Gisèle Gras et sa fille qu'il trouve bien gentille et sympathique, proposant même ses services à une femme qu'il n'a croisée qu'une fois dans sa vie. Mais la lecture plus affinée de l'enquêteur le conduit à une autre analyse. Ce document, en fait, est révélateur, à plusieurs titres, de la personnalité d'Émile Louis. D'abord, il est daté, donc on a une référence, il y a une référence temporelle, juste quelques semaines avant des disparitions. Et puis, les points importants sont la manipulation qui apparaît là. On fixe une fausse adresse pour un rendez-vous qui doit être gardé secret, en prenant bien garde de ne pas prévenir Madame Maudier, qui est la nourrice d'accueil de Chantal. Donc là, déjà, en quelques lignes, on a un bout de la personnalité de l'auteur. Ça, c'est important. Un rendez-vous secret et en plus, le 5 rue Camille Desmoulins ne correspond à aucune des adresses recensées d'Émile Louis. Ensuite, c'est encore mieux, puisque pour approcher la mère de Chantal, qu'il dit savoir vivre au sol et à l'écart d'Auxerre, pour l'approcher, il commence à parler de sa fille Chantal. Ça aussi, c'est encore un pan de la personnalité de l'auteur. Et pour justement expliquer que tout va bien, il dit qu'il la garde avec lui dans son bus le soir, en dehors des heures scolaires, ce qui normalement ne devrait pas exister. Puisqu'il précise bien qu'il gardait la gamine avec lui jusqu'à 19h15 le soir. 3 heures durant, donc, Chantal, surnommée la chouchou d'Émile, restait seule chaque jour avec le chauffeur de bus. C'est un courrier qui est, à mon avis, fondamental dans l'enquête, puisqu'il est signé de la main même d'Émile Louis et qu'il met en avant sa façon d'approcher ses futures victimes. Mais l'enquêteur n'a pas fini de découvrir tous les secrets de la lettre d'Émile Louis. Le 5 rue Camille Desmoulins n'est autre que l'ancienne adresse des Rapides de Bourgogne, la société de transport qui employait le chauffeur de bus au moment des faits. À 50 mètres de là, le Niki Bar, à l'époque un hôtel de préfecture, la dernière adresse connue de Bernadette et Françoise Lemoine. Pendant des mois, Françoise, 29 ans, mère célibataire à la dérive, va vivre ici. Émile Louis est son amant et l'a installée dans une chambre. Cet été 77, Bernadette, 19 ans, rejoint sa sœur à l'hôtel. Du jour au lendemain, les deux sœurs vont quitter la chambre en y laissant toutes leurs affaires. On ne les reverra plus jamais. L'homme qui viendra récupérer leurs effets personnels n'est autre que le chauffeur de car. Il prétendait savoir où elles étaient. Un élément très troublant que le gendarme Jambert, là encore, avait noté dans sa procédure. Ainsi, Chantal Gras et les sœurs Lemoine, 3 disparus, sont liés par une simple lettre qui mène au même homme, Émile Louis. Le détective décide de se rendre sur les lieux. Le propriétaire lui fait alors une surprenante confidence. Christian Jambert est déjà venu ici en 1982. Dans les greniers du Niki Bar, il a même effectué une perquisition officieuse. Depuis, l'hôtelier n'a pas osé toucher à quoi que ce soit. Mais Jambert a peut-être oublié un indice. Dans les affaires laissées par ceux qui sont passés dans l'hôtel, Abgral espère trouver un nouvel élément. Vous espérez vraiment trouver quelque chose ici? Quitte à vérifier, il faut vérifier jusqu'au bout. Parce que ça arrive fréquemment de trouver, justement, d'arriver à découvrir un indice là où on n'imagine pas. Et là, ce sont des affaires qui ont été abandonnées, visiblement, et qui sont là depuis des années.
Il y a du courrier daté, donc, qui correspond exactement à la période sur laquelle je travaille. Donc je ne désespère pas de trouver peut-être une lettre ou un rendez-vous ou un petit mot qui a été écrit par l'une des disparues, ou tout du moins, ou peut-être celui qui les a amenés là. Pas une valise qui ne soit ouverte, pas un courrier qui ne soit lu. La fouille va durer près de 2 heures. Ça, je garde pour faire une photo. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un prénom qui correspond à la fille du suspect. Sans doute sans rapport avec l'enquête, mais chaque indice peut compter. Autre élément matériel, trouvé ici, une photo datée de 1976 représentant 2 communiantes. Une photo qu'on ne laisse pas derrière soi et qui pourrait bien attester du départ précipité des 2 sœurs. C'est pas de très bonne qualité, parce que c'est une très très vieille photo. Ginette Lemoine, une des sœurs des 2 disparues, Bernadette et Françoise. C'est Françoise, ça. Françoise qui? Ma sœur. Vous êtes sûr? Elle lui ressemble. Attention, c'est pas parce que je vous montre une image qu'elle a forcément un lien. Ginette est aussi pupille de l'assistance publique. Elle a passé son enfance dans l'Oise, de nourrice en nourrice, loin de ses proches. Tournez, s'il y a du reflet, on peut changer. C'est elle? Je sais pas, mais... Vous, c'est oui, je pourrais pas le dire à 100% quand même. Ginette a donc peu connu ses sœurs, mais son espoir de les retrouver un jour n'en est que plus fort, à l'image de sa volonté de voir dans ce visage celui de sa sœur disparue. Finalement, vous n'êtes pas la seule à ne pas avoir eu beaucoup d'informations comme ça. Chaque famille, en fait, est restée un petit peu isolée. Et puis, les filles qui ont disparu étaient déjà elles-mêmes aussi à l'écart du groupe. Aujourd'hui, mon travail, c'est aussi de vous mettre tous en contact, puisqu'on s'aperçoit que vous avez chacun des petits bouts d'informations, mais on ne les a pas reliés. Le temps me gêne dans cette enquête. C'est une vieille enquête. Et de manque d'éléments matériels également. C'est terrible ce que vous dites. C'est la vérité. En plus, on travaille sur un dossier là, dans cette enquête qui amène à s'intéresser à des familles vulnérables qui n'avaient pas forcément connaissance de tout ce qui se passait. Donc forcément, les témoignages sont fragmentaires ou pour être remis en cause. Parce que fragiles, parce que non circonstanciés. Il faut donc des preuves. Coup de théâtre du côté de l'enquête officielle, la fille d'Émile Louis vient d'apporter de nouveaux éléments. Des sous-vêtements féminins dissimulés par Émile Louis chez sa première femme. 20 ans après, grâce aux nouvelles techniques, les experts ont mis en évidence la présence de 3 ADN féminins différents. Ils pourraient appartenir aux disparus. Seul moyen d'en avoir la certitude, comparer ces codes génétiques à ceux des familles de victimes. Ce matin-là, Ginette Lemoine est la première à s'être présentée rue des Migraines à la brigade de recherche d'Auxerre. Qu'est-ce que vous espérez surtout de ces... qu'on les retrouve, c'est tout. De savoir si ces habits ont un quelconque lien avec... Voilà. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qui est à ma sœur, mais peut-être. Je suis pas... Et les résultats, madame, vous pensez que vous les aurez? Je sais pas. Bientôt? Je sais pas, là, ils m'ont rien dit. J'espère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Qu'est-ce que j'ai peur de trouver bientôt ma fille? Ouais, ça fait 23 ans. Alors, vous pensez que vous allez au moins avoir des réponses à des questions? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Vous êtes fatigué d'attendre? Oh oui. Oui, beaucoup. Regardez. Oh oui. Toute la journée, les familles vont ainsi passer dans les locaux de la gendarmerie. Les résultats des analyses sont prévus dans une semaine. Des résultats qui pourraient bien livrer une solution définitive à l'affaire. Articles de journaux, reportages, ces expertises relancent l'intérêt des médias. En quelques jours, Émile Louis a vu défiler chez lui de nombreux journalistes. Elles ont toutes les 7 disparu dans les environs d'Auxerre. C'était il y a plus de 20 ans, entre 1977 et 1979. Ce soir, en compagnie de sa femme, il s'apprête à regarder un reportage sur l'affaire des disparus.
et l'homme est inquiet. Sans suite par la justice locale. Alors que s'est-il passé? Que leur est-il arrivé? Que sont-elles devenues? Aujourd'hui encore... Pas un instant du reportage n'échappera à la vigilance de celui qui dans 2 mois va avouer, avant de se rétracter, être l'auteur des disparitions dont on le suspecte. Il y a un peu plus d'1 mois, permettront-ils de confondre le coupable? C'est l'un des plus grands mystères judiciaires français qui va peut-être trouver sa solution dans quelques jours. L'enquête de 7 à 8 avec Michel Fine. J'ai toujours maintenu que j'étais pour rien dans cette affaire. Aujourd'hui pourtant, le chauffeur de bus est inquiet car sa fille aînée vient de témoigner contre lui. Elle a affirmé aux gendarmes avoir retrouvé dans un ancien domicile de son père des vêtements de femme. Ces vêtements appartiennent-ils aux disparus? Des expertises ADN sont en cours pour le déterminer. Vous croyez que si ça m'était moi qui aurais fait, si j'ai supposition, vous croyez que je serais assez bête pour laisser des affaires dans une malle dans la cave comme elle prétend? Ça tient pas debout. Si on retrouve l'ADN des filles sur ces vêtements, oui, et que ces vêtements ont été retrouvés chez vous, c'est quand même bizarre, non? Oui, ben, je vous dirais que c'est pas vrai. Je vous dirais que c'est pas vrai. À supposer qu'on prouve un jour sa culpabilité, l'homme pourra difficilement être inquiété. Aujourd'hui, il y a prescription. Les faits ont plus de 10 ans, même si l'avocat des familles espère trouver une parade juridique. Si demain, il y a la preuve de la mort, d'abord, il faudrait que ce soit la preuve de la mort des 7 ou des 11. C'est surtout les 11 maintenant. Donc vous me permettrez de penser que là, qu'il y a des plans sur la comète. On n'est pas du tout dans un tel cadre actuellement, et par conséquent, je vous dis que nous trouverons des moyens juridiques, il y en a. En attendant, l'avocat a engagé un enquêteur privé qui travaille de son côté. Chaque semaine, il promet à la presse de nouveaux rebondissements qui permettront peut-être d'élucider plus de 20 ans après, plus de 20 ans trop tard, le mystère des disparus d'Auxerre. Et on connaîtra les résultats de ces analyses ADN avant la fin du mois de novembre. On passe maintenant au dernier... Qu'est-ce que vous en pensez, Émile? Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Non, mais il n'y a rien de spécial, hein. Actuellement pour son spectacle. Il sera aux il n'y a rien de spécial. À la fin de l'année du 26 décembre. Vous en pensez quoi? Ça vous inquiète? Ça vous amuse? Non, ça ne m'inquiète pas. Oh, ben non, ça ne m'inquiète pas. Non, franchement, il n'y a rien au dossier. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a prescription. Hein? Bon, vous portez quand même ça. Vous portez quand même ça en vous. Vous quand même portez ça en vous qu'on vous accuse. Hein? Et que vous êtes innocent. C'est ça. Ça vous enlève un poids? Ah ben ça m'enlève un poids, oui, parce que je voudrais bien connaître maintenant l'ADN. Et si l'ADN il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce que je peux porter plainte contre... Non, on ne peut pas porter plainte contre sa fille. Mais si sa mère savait tout ça, ce qu'elle a fait, ma femme, elle a tué. Manipulateur, Émile Louis tente d'inverser les rôles. Il a beau jeu de s'abriter derrière l'absence de preuves. Mais il ne sait pas que sa fille a été entendue par les gendarmes. Seulement voilà, le témoignage est fragile. Les faits ont plus de 30 ans. Très bien que tout ça, ça va être soumis à une critique forte. Alors moi, la question que je me pose, c'est de savoir comment je peux référencier cette audition-là avec des témoignages. Donc vous avez été témoin du meurtre à quel âge alors? Je vais avoir 10-11 ans. 10-11 ans? Oui, à peu près. Ça devait être, je sais pas, probablement 67. Et alors, moi je trouve ça c'est quand même fort. Non, c'est pas fort, c'est... Ce que je dis est vrai. Mais je dis pas ça, mais je veux dire, c'est fort. On est témoin d'un fait grave. J'imagine que là, vous avez eu une réaction, vous... J'ai eu une réaction de mutisme au départ et de violence. C'est-à-dire que je n'acceptais pas que les gens m'approchent. Je me renfermais en même temps sur moi-même, puis mes notes ont commencé à dégringoler. Mais vous en avez parlé à quelqu'un quand même? Non. À personne, on n'avait pas d'amis. De toute façon, les amis qu'on avait, c'était des cas sociaux. Et quand vous êtes revenu dans la voiture, quand vous avez vu ça... Ah non, j'ai pas... Quand vous avez ramené dans la voiture... J'avais tellement peur, mais vous imaginez un enfant de 10 ans qui... Je dis pas, pas sûr, j'essaie de savoir, de faire ressortir des choses. Non, ça donne pas matière à, je sais. Je n'ai rien d'autre pour corroborer mes dires. Enfin, moi, je sais pas.
Moi, j'ai beaucoup de mal à dire ce qui s'est produit pour moi parce que j'aime pas ce sentiment de victime. Je supporte pas. C'est un sentiment de faiblesse pour moi et ça m'énerve. Ouais, mais pour pouvoir justement franchir le palier et avoir de la force, il faut qu'on puisse démontrer ce qui est arrivé. Le démontrer, c'est pas le tout de dire, bah oui, c'est un côté pervers, etc. Le démontrer, à part mes assertions, c'est tout. Moi, je me suis confiée à personne d'autre qu'à ma mère. Moi, je trouve qu'on est... Bon, il y a des choses à faire, hein, mais on n'est pas riche. Pour raccrocher dans tes mains. Mais non, mais je sais. Je me mets dans la situation où on va dire, bon, pourquoi cette femme parle. Mais oui. Mais je sais tout ça, je le sais. Et jusqu'où elle dit vrai, comment on peut prouver ce qu'elle dit. Mais oui, d'autant plus que, je suis allée à l'asile et pas Émile. De toute façon, ça va être démonté, hein. Faut pas croire. Ils vont me traîner plus bas que terre, hein. Valider le témoignage de la fille d'Émile Louis, une priorité pour Jean-François Abgral, même si Marilyn a été auditionnée par les enquêteurs officiels. Sur les traces du suspect, l'enquête le mène alors dans le Var. C'est dans cette région que s'est retiré en 1984 le chauffeur de car après avoir purgé sa peine. 3 ans sur les 5 prévus. En se plongeant une fois de plus dans la procédure, le détective pense avoir trouvé le témoin qu'il espérait. C'est un témoin qui, finalement, a rencontré le personnage principal de notre affaire, le suspect, il y a environ 10 ans, et qui l'a fréquenté suffisamment pour connaître un petit peu son mode de vie, et notamment ses travers sexuels. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si ces travers sexuels sont conformes au témoignage qu'on a reçu, ou tout du moins à ce qu'on imagine qu'il a pu faire aux disparus. L'homme qui est venu voir le détective habitait ici il y a 10 ans, au camping Parpaillon de Roquebrune, une petite ville de la Côte d'Azur. À l'époque, il est au chômage depuis plusieurs mois et vit en mobile home en attendant des jours meilleurs. En instance de séparation, sa fille de 10 ans lui rend visite le week-end. Son voisin de palier n'est autre qu'Émile Louis, qui jouit alors dans le camping d'une excellente réputation. Toujours aussi affable, le chauffeur de car ne tarde pas à devenir un ami de la petite famille. Serviable, il fait plus d'une fois le baby-sitter avec les enfants de ses voisins. Au cours de l'été 89, Émile Louis abuse 3 enfants, dont la petite fille du témoin retrouvée par Jean-François Abgral. Récidiviste, il sera condamné la même année pour attouchement sexuel avec violence sur mineur. Mais avant les faits, Émile Louis s'est laissé aller à quelques confidences au père de la petite fille. Il m'a bien eu là. Il m'a bien induit en erreur. Moi j'ai eu confiance. Je voulais faire un gars comme ça, il était d'apparence gentil, jovial. Alors c'est là pour moi, je dis, c'est un renard ce mec-là. En clair, il vous a endormi. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. Est-ce que vous pouvez me donner exactement la teneur de ses propos? Qu'est-ce qu'il vous disait sur les femmes, en fait? Sur les femmes, c'était tous des salopes au départ. Ouais. Donc il fallait carrément les violer, les trucs comme ça, c'est ces termes. Après, il m'a parlé ouvertement, disant qu'il les attachait sur l'arbre, dans la forêt, dans les bois. Mais au niveau... Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez les détails de ce qu'il vous a raconté qu'il faisait aux filles qu'il amenait dans les bois. Voilà, c'est ça. Pour lui, c'était ça. Faire mal à la personne. Comme je vous dis, admettons, s'il voulait la fouetter, il la fouette, il la prenait de force, et puis après, il pouvait la laisser crever, il n'en avait rien à foutre. Voilà, c'est le seul détail que je peux vous donner. Je n'ai pas allé inventer n'importe quoi. Non, mais il faut que ça sorte de vous-même. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous rappeliez les détails, parce que ce sont les détails qui sont importants. Oui, c'est les seuls détails pour moi qui sont importants. Vous me parliez de ses vêtements, je sais pas, les vêtements, il les prenait avec, il les laissait pas là, qu'elle reste à poil, quoi, je veux dire, carrément. C'est lui qui me racontait ça. Ah ouais, moi je lui ai dit, mais tu l'as déjà fait, c'est ce qu'il me raconte là? Il m'a dit oui, je l'ai déjà fait. Là, je vous dirai toujours la même chose, de toute façon, je vais pas le dire, je peux vous le dire 50 fois, 1000 fois, vous revenez dans un an, je vous dirai la même chose. Parce que ça m'a marqué, ce truc-là. Il n'a pas fait, il n'aurait pas voulu être à sa place, de la façon qu'il parlait. Ce témoignage pourrait être décisif pour Jean-François Abgral. Il corrobore celui de la fille du suspect et décrit une scène de crime quasi identique.
Ces déclarations sinistres, déjà recueillies en 89 par les services de police, ne seront pourtant jamais exploitées. Le rapprochement avec les disparus de Lyon ne sera pas fait. Émile Louis est à nouveau condamné pour simples attouchements, 5 ans d'emprisonnement. Cette fois encore, il sera libéré au bout de 3 ans. Juillet 2000, du côté officiel, l'enquête piétine et les familles des victimes s'impatientent. L'hypothèse Émile Louis semble ne rien donner. On évoque alors l'existence de réseaux pédophiles ou de prostitution pour expliquer les disparitions. À leur demande, les familles vont pouvoir examiner le tout nouveau fichier de la Direction centrale de la police judiciaire. Comme les autres, Liliane a du mal à contenir ses craintes. Dans quelques instants, la sœur de Martine Renaud, disparue en 1979, va devoir scruter un à un les 500 clichés pédophiles extraits d'un CD-ROM. Vous voulez bien consulter tous ces clichés photographiques, s'il vous plaît, et regardez si une photographie vous dit quelque chose. Un catalogue des plus sordides où se mêlent des photos récentes diffusées sur le net et des vieux clichés parfois anciens de plus de 20 ans. Liliane cherche sa sœur depuis 21 ans. Elle la croit toujours vivante et espère la reconnaître dans le fichier. C'est le plus absolu comme votre temps, vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de photographies quand même. Doucement. Prenez bien chaque photographie. C'est un garçon, ça. Pour Liliane, ce cliché de mauvaise qualité pourrait bien être celui de sa sœur Martine. Martine Renaud, 16 ans, aperçue le soir de sa disparition, discutant avec Émile Louis aux abords du foyer où elle vivait. Ligne médiane, sommet. C'est pas sûr. Hein? Page 19. Ligne médiane, sommet. Je suis pas sûre. Là, on lui tient la tête, mais il y a quand même une ressemblance. Rien qu'à la coupe, déjà. On ne peut pas voir si c'est un garçon ou une fille, là. C'est pas facile, étant donné qu'on ne voit pas le visage. On saura après. Mon combat, c'est de comment? Arrive à la vérité. De savoir la vérité. Qui a fait le coup, et tout ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve notre sœur en vie. Et je me battrai jusqu'au bout pour la retrouver. Bien sûr. Bien sûr. J'y arriverai toujours. De toute façon, on la retrouvera un jour ou l'autre. Nous l'espérons, ne vous inquiétez pas. On fait tout pour ça. Laurence, allez. Dans la pièce à côté, les autres familles s'apprêtent à vivre le même voyage dans l'horreur. Les prochaines sur la liste, Ginette Lemoine et Francine, la fille de sa sœur disparue. Entendues séparément par les gendarmes, elles vont pourtant pointer du doigt la même image et reconnaître Françoise dans ce cliché. À la surprise générale, des familles ont reconnu leurs proches, mais les enquêteurs restent prudents. Ils savent combien ces identifications sont aléatoires, mais les faits sont suffisamment troublants pour qu'ils transmettent leur rapport au juge. Alors là c'est la première... Pour l'heure, le juge a fort à faire. Il reçoit l'avocat des familles venu consulter les derniers procès-verbaux du dossier. Oui, c'est vrai. L'occasion pour Pierre González de Gaspard de lui livrer officiellement les derniers éléments trouvés par le détective. Le premier élément nouveau, c'est une attestation d'une personne qui a très bien connu le chauffeur du car. Il y a deuxièmement la lettre envoyée par le chauffeur du car à la famille Gras, de Madame Gras, c'est bien ça. Et donc, l'original de cette lettre qui est à votre disposition, nous vous demanderons de bien vouloir le faire saisir. Et puis, bien entendu, on en arrive au point final. Je le déclare haut et fort, je suis évidemment pour la présomption d'innocence. C'est mon métier de défenseur, c'est ma vie. Donc, je ne souhaite pas l'arrestation d'un individu. Mais je souhaite qu'il soit entendu, et ça on le dit depuis longtemps, d'une manière beaucoup plus complète que ce qui a été le cas, c'est pas votre faute, mais dans un procès verbal qui faisait 3 malheureuses pages, il est évident que maintenant, je pense que vous avez beaucoup de questions à lui poser, et que si un jour il y a une confrontation, nous aurons peut-être, nous, beaucoup de questions à lui poser aussi. Pour Jean-François Abgral, l'implication du chauffeur de car semble acquise. Mais avant de conclure son enquête, il a encore besoin d'affiner le profil du suspect numéro 1.
Après des semaines de recherche, il a retrouvé un témoin essentiel, Jocelyne, qui aurait été victime des agissements d'Émile Louis. Cette ancienne pupille de la DAS va croiser la route du chauffeur de bus dans les années 70. Isolée et fragile, la jeune fille de 25 ans devient rapidement son amie. Et vos relations alors en fait? C'était un ami? Oui, c'est un ami. Oui. C'est un ami, il me rendait service, il m'emmenait voir, me faire des courses, vous voyez, c'était un ami, il venait boire un café l'après-midi, enfin, c'était un ami. Comment il se comportait avec vous? C'était quelqu'un de serviable, de gentil? Comment il était? Pour moi, personnellement, quand il venait chez moi, il était gentil. Je lui demandais un service, il était prêt à le faire. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu comment il fonctionnait? Comment il se présentait? Qu'est-ce qu'il racontait de sa vie? Je ne sais pas, il ne me parlait jamais de sa vie. Pourquoi il venait vers vous alors? Je pense qu'il venait vers moi parce que c'était peut-être plutôt moi qui avais besoin de lui que lui avait besoin de moi. En totale confiance, Jocelyne est loin de se douter qui se cache derrière le masque de sympathie du chauffeur de bus. Après, il m'a ramené Au cours d'une promenade anodine, la véritable personnalité d'Émile Louis va se révéler. Voilà. Il y avait une descente, après je suis rentrée dans la maison, et c'est là qu'il m'a attaché les mains. Je pense qu'il m'a même mis un chapeau sur la tête ou un slip sur la tête. Puis après, il m'a fait mal dans le dos, enfin, il m'a battu, je ne sais pas exactement si c'était avec un fouet ou je n'ai pas trop vu. Et je crois qu'il m'a même bandé les yeux. Et puis il me disait des mots vraiment... Des mots recueillis 20 ans plus tôt par le gendarme Jambert. Dans un procès-verbal daté du 26 février 82, Jocelyne raconte sa terrible histoire et là encore, aucune poursuite en justice. Dans cette cabane en bois, il m'avait fait mettre nu. Une fois déshabillé, il m'avait attaché les mains derrière le dos, puis mis un chiffon sur la bouche pour ne pas que je crie quand il me frappait. Après m'avoir battu, il voulait m'emmener pour aller je ne sais où. J'ai eu peur et je me suis débattue. Un piège dont elle n'aurait jamais dû sortir, une cabane isolée, en pleine nature, et évidemment, aucun témoin. Il m'a emmené avec les yeux fermés ici, c'était pas en cherchant, on savait qu'il... Ouais, c'était son coin. Voilà, je pense que c'était son coin. Mais ça me fait pas des flashs... Parce que là, ce que je ressens là maintenant, c'est pire que tout, je sais pas, je peux pas vous expliquer pour l'instant, c'est dur quand même. Je le verrai là, je crois que je le tuerai moi-même. Jocelyne n'en dira pas plus. Pour l'enquêteur, la visite des lieux n'a pourtant pas été inutile. Mais c'est vrai que j'étais un peu naïf à ce moment-là parce que bon... Désolé, vous avez confiance. Disons Il a fait en sorte de vous endormir tout doucement aussi. Je m'imprègne également de l'endroit qui est un endroit pour l'auteur sécurisé, puisque c'est là qu'il va passer à l'acte. C'est un espace privilégié pour lui. Donc finalement, on le définit par rapport à ces sites-là. On voit un peu comment il opère ou ce qu'il recherche. Donc évidemment, là, quand on travaille sur des disparitions, on voit aussi le type d'endroit qu'il faut rechercher, qu'il faut découvrir dans son environnement. Mardi 28 novembre dernier, dans 15 jours, Émile Louis va être interpellé. De nombreux articles le concernant ont paru dans la presse. Il sent l'étau se resserrer autour de lui. Encore une fois, il nous ouvre sa porte, mais il refuse de se laisser filmer à visage découvert. Non. Pas question non plus de parler de l'affaire des disparus. Si, j'ai eu. Bizarrement, il choisit d'évoquer son enfance. Je me souviens, nous étions gardiens à l'abbaye de Pontigny et je jouais avec mon frangin. On était cachés dans un coffre. Ça m'a toujours resté. Puis on jouait à la guerre avec mon frangin. C'est comme la guerre, comme des petits mots, quoi. Et à ce coup, quand on voit merde, des résistants avec la mitraillette suivante. On était des mots. Et là, ils ont été chercher mes sœurs, qui étaient dans le champ de légumes, et puis ils ont amené sur la place, et puis ils ont pondu. Tous les gens du pays étaient là. Tout le monde regardait ça comme des bêtes sauvages, comme des connards, c'est tout ce que je peux vous dire. C'était votre mère et votre deux sœurs qui étaient, ou c'était vos trois sœurs? J'ai trois sœurs. D'accord. Enfin, je sais pas si elles sont vivantes, je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Comme j'avais dit à mon père, une fois à mon père, j'avais discuté avec lui. Et j'ai dit, t'en fais pas. Je les mangerai. Malheureusement, je n'ai pas pu les manger.
Il a fallu que je prenne une mitraillette et je bousille tous ces ordures qui ont fait ça, parce que je les connaissais. Bon, j'étais à l'école avec leurs gamins. Bon, je peux pas vouloir aux gosses. Les gosses sont innocents, sont comme moi. Hein. Ça vous fait mal cette histoire, hein? Oui. Mon père a pris 14-18. Croix de guerre, médaille militaire, chevalier de la Légion d'honneur, blessé 2 fois et gazé 2 fois. Hein? Puis en 40, les remerciements. Hein? D'ailleurs, sa Légion d'honneur, il n'a jamais voulu aller la chercher. Il n'a jamais voulu se la faire remettre. Il a touché son petit pactole de... C'était 5 francs par an, je crois, à l'époque, je ne sais rien. Puis il avait raison. Puis vous savez, c'est pas parce que... Et on est en 2000 que je pense pas à cette période-là. Pour moi, c'était une période très difficile. Parce que j'ai ressenti, moi, personnellement. Pourquoi? Je l'ai ressenti comme ça, moi, parce que j'étais peut-être plus sensible que certains. Je peux pas vous dire, bon, ben, mon frère, lui, il s'en foutait, ma soeur... Parce que, non... je crois que j'ai souffert autant qu'elle, sinon plus. Quand vous vivez ça, vous savez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on vit ça? Vous te dites, quand je serai plus grand, et les années passent, on n'a plus l'esprit de vengeance, mais on n'oublie pas. On n'oublie pas. Vous croyez pas que moi je suis torturé aussi avec toutes ces conneries-là? Hein? J'ai pas le droit à être tranquille un peu? C'est aussi une période passée un peu après, 14 ans, vous me disiez que c'est là où vous aviez appris que vos parents... Les 2 hommes qui écoutent les confidences d'Émile Louis en compagnie de Jean-François Abgral sont des psychologues. Experts devant les tribunaux, ils sont aussi professeurs en criminologie à l'université de Rennes. Le détective privé a tenu à les consulter. Ils analysent l'événement que le chauffeur de car raconte avoir vécu comme un traumatisme. Il regarde une scène d'humiliation violente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit après? On voit après des scénarios d'humiliation de la femme. Et qu'est-ce qu'on a comme discours? On a le discours d'un homme qui oppose un père héroïque à des femmes qui ont en quelque sorte trahi l'héroïsme familial. Hein. Ces scénarios de sadisme sont des scénarios d'humiliation systématique des femmes. Et la mort, au fond, serait une des variantes de la situation d'humiliation faite à la femme. Sur le personnage encore, sur sa façon... Cette esquisse d'analyse psychologique est la dernière pièce du dossier d'enquête de Jean-François Abgral. Un dossier que le détective privé va transmettre intégralement aux gendarmes en charge de l'affaire. C'est que visiblement, elles avaient toutes rejoint quelqu'un qu'elles connaissaient. 4 jours plus tard, les enquêteurs de la section de recherche de Paris interpellent Émile Louis. Mais le chauffeur de bus est rompu à l'exercice de l'interrogatoire. La partie est loin d'être gagnée. Les gendarmes n'auront pourtant pas longtemps à attendre. 2 heures seulement après son arrivée à la brigade de recherche de Draguignan, Émile Louis avoue ses crimes. Je n'étais plus dans mon état normal. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j'ai été amené à tuer. J'étais habité par quelqu'un d'autre qui me poussait au mal. Cette force me poussait à tuer. Je ne sais pas comment je les ai tués. C'est après ce moment que la bestiole m'avait quitté, que je réalisais que j'avais fait une connerie. Je n'arrive pas à définir les pulsions que j'avais. Des pulsions qui ressemblent à s'y méprendre à celles qu'Émile Louis décrivait 20 ans plus tôt au gendarme Jambert. Mais cette fois, il ne s'agit pas de simples attouchements sexuels. Cette fois, le chauffeur de car a reconnu avoir tué les 7 disparus de Lyon. Réaction à chaud d'un ancien collègue de Jambert. Je sais pas, je pense que psychologiquement,
collègues, ils étaient pas bien, quoi. Ils étaient bons à accueillir, quoi. Ils étaient mûrs. C'était mon sentiment principal, moi, c'est quand j'ai lu le journal ce matin, il y avait marqué le gendarme Jean-Bert avait raison. C'est ce qui m'a fait vachement plaisir, quoi. Ça me prend au trip parce que je me dis que Jean-Bert, il avait bien raison et personne ne l'a cru, quoi. Pour lui, Jean-Bert aurait donc eu raison sur toute la ligne. Le mois dernier, Émile Louis a bien avoué être le meurtrier des 7 disparus. Mais depuis, il s'est rétracté. 2 corps ont pourtant été retrouvés sur les lieux qu'il avait indiqués. 5 jeunes filles sont toujours portées disparues. La plainte pour enlèvement et séquestration court toujours. À la justice maintenant de déterminer le rôle exact d'Émile Louis dans cette affaire. Pendant 20 ans, Émile Louis n'a pas eu à répondre des disparitions. Aujourd'hui, une question se pose, celle de protections éventuelles. Comment expliquer notamment l'attitude de Nicole Charrier, éducatrice spécialisée et femme de Pierre Charrier, directeur de l'Institut Gratry où 4 des disparus ont séjourné? En 1982, alors que le chauffeur de car est sur le point d'être condamné pour attouchement sexuel sur mineur, elle écrit au juge d'instruction en charge du dossier une lettre pleine d'éloges. Il se voulait très près avec nos adolescents qu'il prenait en amitié. Vécu comme un père, parfois un grand frère, à qui l'on peut tout dire. Des éloges que Nicole Charrier n'hésitera pas à renouveler 16 ans plus tard, lorsqu'elle témoigne à nouveau au moment où l'affaire est relancée en 98. Avec les handicapés, M. Louis était très jovial, très à l'écoute, très papa gâteau. Les jeunes filles avaient une confiance totale et aveugle en lui. Il n'y avait pas de connotation de sexualité devant moi. Plus troublant encore, les agissements de son mari Pierre Charrier. Ce notable longtemps au-dessus de tout soupçon va pourtant être condamné en 92 à 6 ans de prison pour attentat à la pudeur sur personne vulnérable. Pendant près d'1 an, ce responsable départemental de la Page a abusé d'une de ses élèves. Aujourd'hui, malgré les craintes, certaines langues se délient. Des employés témoignent des règles instituées par Pierre Charrier au sein de l'IME. C'était un homme dur, qui était assez violent aussi avec les jeunes. Le personnel le craignait, donc personne ne parlait. Si un enfant désobéissait, tout de suite, il était puni. Il les prenait dans son bureau, il fermait les portes et après, il leur criait après, il les tapait et puis après, souvent, ils avaient aussi des punitions à la suite. Hein. Donc on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Mais vous, ça vous a pas révolté? Enfin, vous n'êtes pas dit... Si, je suis révoltée, mais sans agir. Bon, pas moi. D'autres collègues, pareil, personne n'a réagi. Personne n'a réagi non plus au moment de la disparition des jeunes filles. L'étude des registres de l'établissement a pourtant de quoi alimenter toutes les interrogations. Page après page, les motifs retenus pour expliquer leur disparition laissent pour le moins perplexe. Scolarité inachevée, fugue de domicile en face du nom de Chantal Gras, ou encore départ demandé par la DAS à la suite de fugue pour Christine Marlot. Sur ces cas précis, l'ancien bras droit de Pierre Charrier et actuel président de la Page de Lyon nie ces indications, pourtant portées noir sur blanc. Je n'ai pas trouvé fugue dans les 4 dossiers que j'ai confiés à la gendarmerie, ça c'est sûr. Les 4 dossiers, c'est qui? Enfin, quelque part, c'est Les 4 premières, oui. Les 4 premières. Et donc, dans ces 4 premières... Dans les 4 premières, il n'y a pas le mot fugue pour les 4, c'est pas vrai. D'accord. Et les 4 premières, pour vous, c'est qui, en fait? C'est Marlot. C'est... je ne sais plus les noms, même. C'est vrai que c'est pas ma tasse de thé. Hein.
Simple négligence de l'institution ou orchestration des disparitions afin d'écarter tout soupçon? Ce qu'on peut apercevoir dans les dossiers, c'est un certain nombre d'échanges de courriers entre la DAS et ce directeur. Quelques mois après les disparitions, voire quelques semaines après les disparitions, donc un laps de temps important qui s'écoule, où il indique tout simplement qu'il s'agit de fugues, sans autre explication, et où il demande l'autorisation de les rayer des listes de ces centres. En effet, dans une lettre datant du 13 janvier 1977 que Pierre Charrier adresse à la directrice de la DAS de Lyon, il évoque le cas de Christine Marlot comme suit. Depuis le 13 décembre 1976, Christine Marlot est absente de l'établissement. Sa fugue se poursuivant, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si et jusqu'à quand je dois la maintenir sur la liste des élèves fréquentant l'établissement. 5 mois plus tard, la réponse de la DAS tombe, sans autre demande de renseignement. La directrice départementale de l'action sanitaire et sociale autorise Pierre Charrier à rayer de ses effectifs la jeune handicapée. Christine Marlot vient de disparaître une seconde fois. Un procédé qui ressemble à un véritable système. Cette mécanique sera réutilisée par Pierre Charrier pour Chantal Gras. Ce que je ressens, c'est une révolte. Une révolte parce que elle n'existe plus, je veux dire, pour les gens qui étaient chargés du suivi. Ce sont des êtres humains comme vous, comme moi, et je ne peux pas concevoir que des gens qui sont chargés de faire leur éducation, de les faire évoluer, puissent avoir un mépris tel qu'elles ne sont plus là, point, fugue, terminé. Alors ce qui est étonnant, c'est vraiment pourquoi il disait fugue et qu'il n'allait pas plus loin, alors qu'il contrôlait tout. Dès que quelqu'un était absent, aussi bien nous, personnel, si on était absent, il venait chez nous. Contrôler si on était malade. Et les jeunes, pareil. Et pourquoi là, ça n'a pas été plus loin? La question ne sera jamais posée à Pierre Charrier, qui n'a pas souhaité s'exprimer ici. Aujourd'hui, Nicole Charrier et Georges Descuipers ont été démis de leurs fonctions. Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, a ordonné une enquête administrative sur le fonctionnement de la page de Lyon et sa gestion des dossiers des disparus.